On va commencer la dernière table ronde. Alors, je vais vous présenter tout de suite nos 3 intervenants pour cette dernière table ronde de la journée qui sera sur le thème de l'avenir de la démocratie. Donc, nos 3 invités pour cette dernière table ronde. Donc, je ne représente pas Jean Petot, hein, qui nous a fait une belle démonstration déjà et qui va continuer sur sa lancée. Je vous présente Emmanuel Brochier, qui est doyen et directeur de l'IPC Faculté Libre de philosophie et de psychologie, également docteur en philosophie, maître de conférences et j'ai envie de dire spécialiste du transhumanisme. On a eu l'honneur d'avoir une conférence de votre part à la Bred, et on vous en remercie, qui était passionnante et qui a passionné d'ailleurs les Bredois. Alain Wang, vous êtes sinologue, journaliste, enseignant à l'école Centrale Paris et à l'Institut français de la mode. Vous êtes un peu le régional de l'étape parce que vous revenez tous les ans. Merci. Et je présente le livre Les Chinois aux éditions Talendier et également un autre livre qui est un livre collectif au Cherche Midi, Le Dossier chinois. Alors, on va aborder 3 thèmes majeurs qui n'ont pas forcément été abordés dans les tables rondes précédentes, ou en tout cas c'est la continuité. Les 3 thèmes qu'on va aborder de manière majeure, c'est les défis géopolitiques dans le contexte global avec affrontement Occident, autocratie autour de la Chine. Le deuxième point qu'on va aborder et de manière détaillée, ce sont les nouvelles technologies et quels sont les impacts des nouvelles technologies sur le monde et sur l'avenir du monde. Et également, un 3e point qui est un point majeur, c'est le changement climatique et ses répercussions qui vont déterminer également une partie de l'avenir de la démocratie, mais de manière générale de l'avenir du monde. Premier sujet, et je vais commencer par vous, Alain. L'avenir de la démocratie s'inscrit donc dans un contexte global. On l'a vu, on en a parlé. Comment voyez-vous ces défis entre les pays autoritaires que la Chine fédère aujourd'hui, ou tente de fédérer, et les pays occidentaux autour des États-Unis? Alors, d'abord, je voulais remercier de l'accueil et de m'accueillir une fois supplémentaire sur cette estrade. Je vais contredire un peu Monsieur le maire sur ce qu'il a dit tout à l'heure. On est quand même face à une Chine, certes, qui a des problèmes économiques, mais qui n'est pas en état de s'écrouler. Il faut faire très très attention. C'est la 2e économie du monde. Donc, si la 2e économie du monde disparaît, je pense que les répercussions seront sérieuses, même pour les démocraties et pour l'Europe et les États-Unis. De l'autre côté, c'est vrai que Olivier a beaucoup parlé la Russie comme étant en leadership, on va dire, d'une nouvelle, leadership des pays autoritaires. Je dirais la Chine, quelque part, l'est peut-être plus aujourd'hui, à travers différents organismes internationaux qu'elle a mis en place et qui sont un peu des rivales de l'ONU aujourd'hui. Quand on regarde le fonctionnement simplement de quelque chose qui va se réunir à Pékin en octobre prochain, qu'on appelle en français les nouvelles routes de la soie, j'aime pas du tout ce terme, on appelle l'initiative de la ceinture et de la route, et les Chinois utilisent beaucoup l'acronyme ICR ou BRI. C'est pas par hasard, hein, ONU, derrière, on fait quelque chose. C'est 152 pays aujourd'hui, c'est 152 pays, donc essentiellement des pays autoritaires. Qu'est-ce que vend la Chine ? La Chine ne leur apporte pas une idéologie, elle ne vend plus du tout le marxisme-léninisme, etc. Elle leur vend la capacité de faire perdurer dans leur pays, et on le verra tout à l'heure avec tout ce qui est cyber, tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, elle leur vend un système qui va leur permettre de faire perdurer leur système. Je dirais, avec le système chinois aujourd'hui de surveillance de masse électronique, on peut, je dirais, mettre la charia. Si c'est la charia qui est en base, la notation des gens ou la surveillance de gens se fera à travers ce filtre. En Chine, c'est un autre filtre, c'est ce qu'on appelle la pensée Xi Jinping. Donc on est dans une nouvelle pensée dans laquelle le président est en train de former toute sa population, des enfants de l'école primaire aujourd'hui jusqu'au plus haut niveau. La pensée Xi Jinping, c'est celle qui a le droit de citer et la seule qui a le droit de citer.
Et je dirais après, si on va dans les pays africains, on voit le Niger, les derniers pays où il y a eu des révoltes importantes, on voit très très bien qu'aujourd'hui, les déclarations qui sont faites, il y en a une qui est de la junte militaire, je crois à l'ONU dernièrement, le responsable de la junte qui a dit, oui, on a testé les démocraties occidentales, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas bon pour nous, ça ne rentre pas dans nos racines culturelles. Et je dirais, c'est ce que vend la Chine. Et on retrouve là, ce que disait Anne tout à l'heure, évidemment ce discours. Je suis allé au Sénégal aussi moi cette année et j'ai bien vu que l'imprégnation de la Chine est importante et elle est de plus en plus importante si on regarde par exemple sur le plan culturel avec des Chinois qui aujourd'hui, on a l'école du Parti communiste chinois, je ne sais pas si vous représentez, qui s'est installée en Tanzanie, à Dar es Salaam, et qui forme tous les fonctionnaires de toute la pointe africaine. Ils passent tous par cette école. Ensuite, bon, on a aussi, sur le plan de l'information, on a à peu près 1 millier de journalistes qui ont été formés dans les écoles chinoises et qui aujourd'hui utilisent quoi? Utilisent l'agence Xinhua, qui est l'agence de presse chinoise, comme outil d'information. Et cette agence, on sait très très bien que tout ce qui y est mis est filtré directement par la Chine. Il n'y a pas un mot qui vient de l'extérieur. Donc il faut faire très très attention. Je dirais l'influence chinoise, elle est beaucoup plus pernicieuse, je dirais quelque part, diffuse aussi. Et souvent on s'arrête sur le côté économique de la Chine. Mais je dis toujours, est-ce que l'investissement de 1000 milliards de dollars, c'est pas intéressant pour prendre une influence sur les pays, sur l'ensemble de ces pays? Est-ce que ça vaut pas le coup de mettre 1000 milliards sur la table? Et puis, économiquement, ça marche ou ça marche pas. Mais ça marche pas non plus si mal que ça. Il faut faire très très attention. Hein, on a des chiffres qui sont très très aléatoires. On parlait beaucoup de corruption tout à l'heure. Évidemment, c'est la Chine continue à faire ce qu'elle sait faire chez elle. Elle corrompt de tous les côtés. Mais bon, est-ce que ça continuera ou pas? Ça, c'est une question. Est-ce que les pays dans lesquels la Chine s'infiltre de cette manière-là, est-ce que les populations sont prêtes à le supporter? Est-ce qu'elles ont connu autre chose aussi? C'est un peu ma question. Hein, en Afrique, ou même si on va en Afghanistan, ou si on va dans ces pays-là, c'est pas facile. Donc, attention aussi par rapport à cette Chine. On a une Chine qui est très diffuse aussi. Par exemple, on pense qu'aujourd'hui, le Cambodge ou le Laos sont totalement déjà dirigés par la Chine. Parce que l'infiltration de la population chinoise à tous les niveaux, sur le plan économique, mais aussi de plus en plus sur le plan politique, fait que ces pays sont plus du tout indépendants de la Chine. Donc c'est pas une guerre comme la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, c'est beaucoup plus malin que ça, c'est beaucoup plus diffus, mais le résultat est peut-être beaucoup plus intéressant. Alors, une fois ça posé, Alain, moi je voudrais avoir le regard du philosophe maintenant sur justement cet affrontement Occident-Asie ou Occident-Chine ou Occident-autoritarisme, etc. Parce que le regard du philosophe peut-être va avoir une logique de vision qui s'affrontent différentes. Oui, c'est-à-dire qu'on a beaucoup évoqué le problème entre les pays démocratiques et ceux qui ne le sont pas, pour une raison ou pour une autre. On a dit que finalement il y avait le pays des droits de l'homme, on a parlé de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et c'est vrai que pour qu'il y ait une démocratie telle qu'on en parle aujourd'hui, eh bien il y a ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Il y a des débats selon que, parce que quand il y a des valeurs, il ne suffit pas de partager les valeurs, mais encore faut-il savoir dans quel ordre on va envisager ces valeurs. Évidemment, certains vont mettre la priorité sur la liberté, d'autres vont davantage mettre la priorité sur l'égalité. Et alors, il y aura des débats, évidemment, des manières, des stratégies différentes pour prendre des décisions, pour dire ce qui est juste, ce qui est permis. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on peut plus simplement parler des valeurs héritées des Lumières. Aujourd'hui, il y a une remise en question en Occident des valeurs. Il y a une sorte de géopolitique des valeurs, si je puis dire, pas au sens où on regarderait la cartographie, mais au sens où il y a des paradigmes. Et quand on est dans des paradigmes différents, tout se passe comme si on était dans des lieux différents. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple pour chacune des trois valeurs. Pour la valeur de liberté, évidemment, vous avez tous entendu parler de cadres de pensée comme le cadre déontologique. Je vais expliquer, ou conséquentialiste. Là, ce sont des conceptions, l'éthique,
pour dire ce qui est permis, pour dire quelles sont nos libertés. Pour l'expliquer très simplement, je prendrai l'exemple du code de la route, une autoroute française et puis une autoroute allemande peut-être. Sur une autoroute allemande, eh bien, le principe est déontologique, il s'agit de suivre des règles. On vous dit exactement quelles règles, à quelle vitesse vous devez rouler et vous obéissez effectivement à ce qui vous est indiqué sur le panneau. En Allemagne, si j'ai bien compris, les autoroutes, la vitesse n'est pas indiquée et elle est illimitée, et pour autant on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on va regarder les conséquences en quelque sorte, on va évaluer ce qui est bien en fonction des conséquences. Et dans l'éthique conséquentialiste, eh bien, il s'agit d'envisager le maximum de bonheur ou de plaisir pour le plus grand nombre. Ces deux visions, comme on dit, méta-éthiques, eh bien, font que quand on parle de liberté, on ne parle pas de la même chose selon le cadre dans lequel on se situe. Donc il ne suffit pas de dire liberté, encore faut-il être capable de savoir dans quel cadre de pensée on va réfléchir. C'est encore plus vrai, je crois, pour la question de l'égalité. Vous avez tous entendu parler de Peter Singer, de la libération animale, c'est-à-dire de la question de l'antispécisme, qui est une question intéressante. C'est pas simplement la question de savoir si on peut faire n'importe quoi ou pas avec les animaux, c'est la question de savoir si il faut étendre le principe d'égalité dit en 1975 Peter Singer, le principe d'égalité aux animaux. Est-ce que finalement ces animaux qui sont des sentientes, c'est-à-dire qui ont une capacité à souffrir, est-ce que ces animaux n'ont pas justement un droit, entre guillemets, au bonheur, c'est-à-dire à ne pas souffrir? Et à ce moment-là, c'est la question des droits de l'homme, finalement, qui a droit aux droits de l'homme? Et il est évident que selon le cadre conceptuel dans lequel on se place, le débat eh bien, sera compliqué. Comprenons bien, quand je parle de cadres conceptuels différents, eh bien, comme le conséquentialisme, l'éthique déontologique, ou là, comme l'antispécisme, ou, j'allais dire, l'humanisme classique, eh bien, quand on est dans des cadres conceptuels différents, on est face à des dialogues de soi. C'est-à-dire que le débat ne se fait pas avec des arguments. Le débat est tout de suite un rapport de force. Et là, je pose une question, est-ce que pour une démocratie, c'est une bonne chose? Et puis, enfin, peut-être que j'en viendrai à cette dernière valeur, la valeur de fraternité, pour laquelle tout le monde est d'accord. Et en même temps, eh bien, on pourrait en parler de bien des façons, mais vous avez sans doute tous entendu parler ça vient des États-Unis, de la théorie critique de la race. Je pense à Robin DiAngelo, avec sa blanchéité fragile, son concept de blanchéité fragile, qui consiste finalement à dire que, il y a, une couleur qui est toxique en quelque sorte, et qu'il y a tout un système, il y a un racisme épistémique, que finalement, même si je suis gentil avec les personnes de couleur, même si je les respecte, eh bien, parce que j'incarne, par l'histoire que j'incarne, par le droit aussi qui a été mis en place par les Blancs, eh bien, il y aurait un racisme épistémique, et que par conséquent, il faut réserver quelquefois des clubs de réflexion à des non-blancs, à des noirs, parce que à ce moment-là, ils seraient capables de dire ce qui est juste ou ce qui est injuste. De dénoncer en quelque sorte les rapports de force comme il se doit. Derrière cela, eh bien, on est loin de l'amitié, de la concorde, de la fraternité, et je crois que, eh bien, au sein même de nos démocraties, il y a des menaces profondes. Alors c'est intéressant par rapport à ces rapports de force, effectivement, on le voit, c'est les dialogues de sourds qui provoquent aussi les guerres. C'est la conséquence en fait de ne pas se comprendre, effectivement. Alors, je voudrais lancer le deuxième sujet, parce que c'est les défis géopolitiques. C'est important, on en a beaucoup parlé dans la première table ronde. Maintenant, je voudrais évoquer les nouvelles technologies et la technologie de manière générale, puisque on l'a vu avec Antoine Bueno hier, hein, qui nous a fait une démonstration impressionnante de tout ce qu'il pense qui va arriver. La question, c'est qu'est-ce qui existe aujourd'hui, hein, et ça, je vais vous le demander, Alain, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Chine, par exemple, hein, au niveau technologique, et quels vont être les impacts sur la démocratie et sur l'avenir de la démocratie. Oui, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a eu deux passages très très importants dans la mise en place du système de surveillance
de masse qui est en Chine. Et on a parlé des Ouïghours tout à l'heure avec Han Cheng et Olivier Weber. Ces populations qui sont enfermées dans des camps on va dire, de rééducation, ils appellent ça des centres de formation professionnelle, hein, pour dire que quand même on a changé les terminologies maoïstes. Mais en réalité, c'est la mise en place d'un réseau de caméras de surveillance sur l'ensemble de la région qui a été perfectionné petit à petit. D'abord, c'était de la reconnaissance faciale. Apparemment, ça ne suffisait pas, donc on est maintenant dans la reconnaissance de l'empreinte du corps dans l'espace qu'on rajoute. Et ils sont en train de tester une troisième donnée qui pourrait être jointe dans ces nouvelles caméras, qui serait l'utilisation, soit le battement du cœur, soit autre chose. Enfin, ils n'ont pas encore trouvé le troisième, mais qui permettrait de reconnaître quelqu'un à 99,99%. Voilà, l'empreinte du corps dans l'espace, en gros, c'est la caméra vous filme, elle vous voit pas visuellement, elle voit pas votre visage, mais elle sait qui vous êtes, par votre démarche, etc. Donc ça, il y a ça. Et puis, il y a évidemment, à partir de là, l'accumulation des données. Alors, hier, Antoine le disait, je ne sais plus si c'est Antoine qui parlait du portable, hein, ce que tout le monde nous avons, et qui est aujourd'hui un instrument extrêmement important pour le gouvernement chinois et la police, puisque quelqu'un qui est en Chine et qui est repéré comme étant potentiellement un dissident n'a plus le droit d'éteindre son portable. Dès qu'il éteint son portable, il est convoqué à la police pour boire le thé et on lui demande qu'est-ce que tu as fait pendant cette période où tu as éteint ton portable. Donc le portable, c'est aussi pour l'ensemble des membres du parti. Hein, je prends des exemples. Quand vous rentrez au parti, c'est pratiquement 100 millions de membres aujourd'hui, qu'on peut dire que c'est quand même beaucoup de gens. Dès qu'ils arrivent, ils ont l'obligation de télécharger une application de la cellule du parti, dès qu'ils sont incorporés. Cette application permet au parti de les suivre surtout, géolocalisation, tous les emails qu'ils envoient, leur carnet d'adresse, toutes leurs conversations, etc. Je précise qu'il y a une actualité qui est sortie là, très récemment, c'est que l'iPhone maintenant est interdit pour les fonctionnaires chinois. Ouais. Donc ils ont sorti du jeu les iPhones. Il faut savoir que c'est 20 à 25% du chiffre d'affaires pour les iPhones mondial de Apple. Hein. Donc c'est considérable et ça a un impact énorme, mais il y a la guerre entre Huawei et donc Apple. Et ça, c'est une décision majeure. Et c'est géopolitique, ça, c'est pas économique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces données ? L'idée, c'est que, au fur et à mesure, l'ensemble de ces données, toute société qui est en Chine, qu'elle soit étrangère ou chinoise, ont l'obligation de transmettre l'ensemble de leurs données à des plateformes gouvernementales. Donc on n'est à l'abri de rien en Chine quand on y est. C'est-à-dire qu'à partir de ces données qui sont répertoriées pour l'instant, on a des bureaux de ce qu'on appelle du crédit social. C'est-à-dire un crédit social, c'est la note sociale qu'on va vous attribuer, qui va vous permettre d'acheter un billet de train, qui va vous permettre d'acheter une maison, qui va vous permettre d'envoyer votre enfant faire des études à l'étranger ou pas, etc., etc. Donc ça, on peut estimer qu'à peu près il y a 400 millions de personnes aujourd'hui qui sont sous ce système, parce que mettre 1,4 milliard de gens signifierait que la technologie le permette. Hein, Antoine n'est pas venu là-dessus hier, mais il faudra l'ordinateur quantique, c'est-à-dire de passer à des ordinateurs qui soient capables de traiter des milliards d'informations à la seconde pour pouvoir véritablement avoir une surveillance complète. Mais l'instrument est là, c'est-à-dire ils l'ont perfectionné pendant le Covid, puisque vous avez vu que nous, pendant le Covid, on nous a appliqué du jour au lendemain le code QR sur nos téléphones. Ça, c'est directement venu de Chine. On ne nous a pas demandé si on était d'accord. Il n'y a eu aucun débat à l'Assemblée nationale en France pour nous dire si on était d'accord. Et donc, ce code QR, c'est une façon de surveiller les gens, comme disait Olivier, sur les maisons ou autres, mais surveiller les gens dans leurs déplacements. C'est-à-dire, à chaque fois que vous entrez quelque part, il fallait scanner. On sait que vous étiez à tel endroit à tel moment. Puis si vous avez d'autres personnes qui sont dans le même endroit au même moment que vous, la police le voit. Donc la police peut intervenir. Donc on est comme ça successivement sur ces notes qui vont être attribuées à tout le monde, mais ça concerne aussi les entreprises. Et là, je dis le danger de ce système de surveillance de masse que la Chine est en train de mettre en place et qui est véritablement très fort, il est en train d'être vendu à d'autres pays du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cambodge est en train de le prendre, je pense que la Russie va l'adopter aussi, l'Iran demain, le Laos est en train de l'acheter, la Turquie potentiellement. Donc on voit très très bien que l'importance demain dans le monde, je veux dire, le pouvoir, ça ne va pas seulement être de l'argent, ça va être aussi le contrôle de la data. Et quand la Chine fait ça, elle prend le contrôle d'une partie du monde en récupérant la data du monde entier. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir derrière sur la puissance. Pardon, est-ce que je
Rapidement, Jean, parce que... Oui. Pardon, hein, je ne veux pas vous prendre... Non, c'est parce qu'on favorise, mais- on favorise Emmanuel, parce qu'il Oui. doit partir J'ai- dans quelques minutes, c'est pour ça. J'avais juste une question à poser à Alain Wang. Je ne suis pas du tout spécialiste de la Chine, mais en vous écoutant, Alain, comment expliquez-vous et comment les spécialistes de la Chine expliquent ce à quoi on a assisté, alors je pense que ça devait être vers le mois d'avril-mai, c'est-à-dire ces manifestations en Chine de Chinois avec ces papiers blancs, vous vous souvenez, qui ont fait, par contre, pardon, le terme est trivial, mais mettre un genou en terre, on a l'impression, au régime, puisque il était, semble-t-il, pas question de déconfiner, et en quelques jours, les vannes ont été ouvertes. Comment on explique ça? Moi, Pardon, hein, mais... très rapidement, je l'explique un peu différemment. C'est que je pense que le pouvoir actuel essaie toujours de démontrer sur les défis qui nous attendent, que ce soit la pandémie ou le réchauffement climatique, que les démocraties sont incapables de réagir d'une manière, on va dire, rapide, dynamique, etc. etc. Qu'une dictature, par contre, prend des mesures immédiates. Ce qu'ils ont fait. Simplement, ils se sont rendus compte que, d'abord, les Chinois n'ont pas eu de vaccin, ils n'ont pas su le faire. Deuxièmement, ils arrivaient à un moment donné où les confinements successifs, tels qu'ils les faisaient, mettaient en danger véritablement l'économie au sens strict du terme, et qu'il fallait trouver une porte de sortie. Et c'était pas acceptable. Alors, mais à mon avis, pour faire des manifestations en Chine, moi je le pense, alors peut-être pas tous les sinologues, mais on ne peut faire des manifestations en Chine que si elles sont autorisées. Que je peux supposer que peut-être le régime, dans certains endroits, ait favorisé des manifestations, pour ensuite dire « j'écoute mon peuple qui me demande d'arrêter cette histoire de confinement tout azimut », donc je lui dis oui, sauf que maintenant, entre le 1er janvier de cette année et le mois de juin, il y a eu 1,8 million de morts du Covid en Chine, dont on ne parle plus. C'est à peu près normal, on va dire, puisqu'ils avaient confiné, les personnes les plus âgées, évidemment, ont été touchées. Mais personne ne parle de ça en Chine, parce qu'évidemment, le pouvoir répondra, à mon avis, vous avez voulu qu'on déconfine. Vous voyez, on vous a écouté, le pouvoir est proche de vous, il y a des morts. Et si on avait continué à confiner, peut-être qu'il n'y aurait pas de morts. Donc, la dialectique de ces systèmes, on va dire, autoritaires, est assez forte pour toujours retourner les situations, pour se mettre en position positive. C'est toujours le problème des dictatures, je dirais, quelque part. Alors, la technologie, c'est effectivement sous cet angle un peu confrontation, rapport de force, contrôle, etc. Mais c'est aussi un enjeu fondamental, notamment en termes d'éducation, parce que l'avenir de la démocratie passe par l'éducation. Et comment vous percevez, Emmanuel, les changements radicaux en cours au niveau technologique par rapport à justement cette logique de l'éducation? Oui, tout à fait. Le crédit social dont parle Alain, on commence à l'avoir en France. Dans l'établissement que je dirige, je cherchais à mettre en relation, au moyen d'un dispositif d'intelligence artificielle, des étudiants actuels avec des candidats. Et le dispositif prévoyait que si un étudiant répond aux questions posées par le candidat, il obtient un certain nombre de points et donc il gagne un t-shirt, il gagne une boîte de petits pois, etc. Et là, il y a une question éducative derrière, parce que on voit bien que le dispositif de l'intelligence artificielle, en quelque sorte, prend le pas sur l'éducation. On va agir par intérêt, en quelque sorte, simplement. Mais plus profondément, je crois que ce développement de la technique, il conduit en Occident au mouvement du transhumanisme, c'est-à-dire à une relecture de l'humanisme. Le transhumanisme, c'est ça, c'est un humanisme. Le transhumanisme, ce n'est pas une nouvelle technologie. Le transhumanisme, ce n'est pas le développement des nouvelles technologies. Le transhumanisme, c'est cette conscience que les nouvelles technologies, les nanotechnologies, les biotechnologies, les sciences de l'information, les sciences du cerveau, les NBIC, comme on dit, les nouvelles technologies sont une menace. Souvent, on pense que le transhumanisme ne voit pas la menace, en quelque sorte, qu'il est naïf. Au contraire, c'est de se dire que les nouvelles technologies sont une menace. Il y a même, disent-ils, un risque existentiel, c'est-à-dire qu'on pourrait perdre tout ce que nous considérons comme ayant pour nous de la valeur. Et par conséquent, il ne faudrait pas renoncer pour autant
aux nouvelles technologies, il faut trouver des principes régulateurs qui permettent de tirer le meilleur profit. Le transhumaniste va développer un humanisme, on aurait beaucoup à dire bien sûr là-dessus, mais va développer un humanisme où ce n'est plus l'éducation qui est le vecteur pour d'émancipation, comme on disait, mais pour perfectionner l'homme, pour l'augmenter en quelque sorte, mais c'est la technique. Mais c'est la technique qui se substitue à l'éducation. Quand on lit par exemple Nick Bostrom, son rêve c'est qu'on puisse faire, grâce à la super intelligence, une thèse en une après-midi, qu'on puisse lire un livre en 2 heures. Alors évidemment, il est professeur à Oxford et donc il phosphore beaucoup, mais ça donne en quelque sorte l'horizon du transhumanisme. C'est de dire, on ne doit plus miser sur l'éducation, on doit miser sur la technologie pour arriver là où l'éducation jadis a raté, puisque l'humanisme tel qu'on le pensait a échoué avec les 2 guerres mondiales, puisque la technique, le progrès technique devait conduire à la paix et que c'est le contraire qui s'est produit. Alors le transhumanisme, avec Huxley d'abord, et puis Max More ensuite, va proposer la technique et pour prendre un exemple de modification profonde au niveau de la démocratie, il y a par exemple cette idée d'égalité, cette fois-ci non plus avec les animaux, mais d'égalité avec les machines. Vous avez peut-être entendu parler du rapport Madi-Delvaux à la Commission européenne, où on voulait donner le statut de personne électronique aux machines, c'est-à-dire des droits, la possibilité de conférer des droits, ou encore il y a cette liberté morphologique dite, liberté morphologique, où tout un chacun aurait la liberté donc de modifier, comme il le souhaite, c'est bien son corps, ou l'apparence qu'il donne aux autres. Donc on voit bien ici que la technologie, ce sont des cas en Occident, aux États-Unis surtout, la technologie modifie profondément l'humanisme et la démocratie de ce fait. Voilà, justement, ma question c'était est-ce qu'il y a un transhumanisme démocratique et un transhumanisme tout à fait. autoritaire? Oui, alors j'aurais pas dit autoritaire dans le transhumanisme. Il y a donc un courant qui est libertarien, plutôt. C'est celui de Max More, je crois que c'est Elon Musk aussi. Et puis il y a un courant qui est dit démocratique, c'est le nom d'ailleurs d'une forme de transhumanisme démocratique avec James Hughes, et qui va donc essentiellement insister sur la valeur d'égalité, en fait, qui va essentiellement insister sur le fait que c'est à l'État de contrôler le progrès technologique et l'usage de cette nouvelle technologie. Alors, je dis ça simplement parce que quand il y a eu le chat GPT, ça a été un petit peu l'effet Spoutnik, comme on dit pour l'URSS, pour la Chine. La Chine ne s'attendait pas si rapidement à avoir ce genre de système. Qu'est-ce qu'a fait le régime? D'abord, on ne peut pas aller sur le ChatGPT américain, enfin sur toutes les applications extérieures. Et en Chine, ils ont créé leur propre ChatGPT, mais à partir de la pensée Xi Jinping. Donc quand on questionne le ChatGPT chinois, on a la traduction du livre du président. Donc c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a pas aussi des problématiques là-dessus sur le fond? Alors, je veux avancer aussi dans le débat sur le 3e point qu'on a évoqué tout à l'heure en introduction. On a vu qu'il y avait un contexte global, un affrontement entre un bloc occidental autour des États-Unis et la Chine. On a vu un 2e point, là, c'est la technologie, qui a des conséquences majeures. Mais il y a un point déterminant et qui va s'imposer à nous très très vite, c'est le réchauffement climatique. Et le changement climatique, et évidemment, ses répercussions. Parce que ça, pour le coup, là, on n'est pas dans une géopolitique quelque part, ça aura des conséquences géopolitiques, mais ça va s'imposer au monde entier. Donc, l'année dernière, c'était le sujet des Journées de la Brenne, qui c'était sur l'homme et le climat. Et le changement climatique, évidemment, est un des sujets, voire le sujet majeur des années qui viennent. Quelles vont être les répercussions sur l'avenir du monde de manière générale, mais particulièrement peut-être de la Chine que tu peux évoquer. On va dire de la Chine et de l'Inde. Parce que c'est les 2 pays qui vont être, franchement être concernés d'une manière importante. Alors on le voit déjà, on le voit par les sécheresses en Chine l'année dernière, les 40 affluents du fleuve Yangtze, qui est le plus grand fleuve du monde, enfin il fait partie des 3 grands fleuves au niveau du débit, qui étaient à sec l'année dernière. Cette année, c'est des inondations majeures, comme il n'y en a jamais eu à Pékin, et le grand typhon qui a balayé Hong Kong il y a quelques semaines. Donc ça veut dire qu'aussi,
Depuis, je dis maintenant, ça fait quand même depuis plus de 10 ans, 10-15 ans que les Chinois regardent un peu ce qui se passe et que le chiffre de récolte de céréales en Chine est un chiffre politique. Donc il n'est jamais réel, hein, il est comme ça posé depuis très longtemps. Et on sait que ces dernières années, la Chine importe de plus en plus de nourriture. De mémoire, en 2004, ils avaient un déficit sur le plan justement alimentaire de 4,2 millions d'euros. 10 ans plus tard, ils sont à 115 milliards. Donc ça veut bien dire qu'ils achètent énormément à l'étranger. S'ils achètent à l'étranger, c'est que bien sûr ils peuvent plus chez eux cultiver normalement. Anne parlait tout à l'heure de la réunion qu'il y avait eu à Pékin pour les JO. Dans les accords qui étaient passés entre Poutine et le président chinois, il y avait aussi les céréales. C'est-à-dire que normalement la Chine achetait 19% de ses céréales en Ukraine et que les Russes avaient mis un veto sur l'exportation de leurs céréales vers la Chine. Donc quand ils ont négocié, les Chinois ont dit je n'ai plus de céréales en Ukraine, tu vas rouvrir tes portes pour qu'on puisse t'acheter des céréales chez toi. Ça a été quand même un des enjeux majeurs. Hein. Xi Jinping, il a demandé ça. Alors je prends un autre exemple pour toujours montrer que quand même ça devient très important pour eux, c'est que la Chine se bat, on va dire, depuis pratiquement 75 ans sur le reboisement. Hein, ils sont passés de 10% de surface forestière à ce qu'ils disaient récemment aux alentours de 22-23% du pays. Ce qui n'est pas beaucoup. Hein. En France, on est à 37, au Laos, on est à 71, les Japonais sont à 70 pratiquement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont reboisé, et là, dernièrement, avant l'été, le président chinois a dit « l'important, c'est de nourrir ma population. Donc vous allez me couper les arbres ». Donc ils sont en train de couper tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont mis en place pendant pratiquement un demi-siècle. Donc si on fait ça, c'est que vraiment il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer. Et où est-ce qu'il y a de la nourriture? L'Australie, potentiellement si le climat change, l'Asie centrale, des régions on voit où la Chine a de plus en plus d'impact. Et la Chine achète beaucoup effectivement de céréales en Australie à nouveau, au Canada, de zones cultivables, etc. Oui, et de zones. Alors, la Chine aujourd'hui a acheté en superficie en kilomètres carrés ce qui correspond à la surface de l'Irlande. C'est pas encore très important, mais c'est quand même l'Irlande. Alors, on va poser une dernière question à Emmanuel avant qu'il parte malheureusement sur l'éthique environnementale. Est-ce qu'il y a une éthique environnementale mondiale? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette question, elle mériterait. Enfin, vous avez débattu déjà l'année passée beaucoup d'échanges. Il faut comprendre qu'il y a effectivement une sensibilisation à l'écologie, mais il y a surtout de grands débats très très forts. Quelquefois, on oppose l'écologie profonde à l'écologie superficielle. Je n'aime pas cette manière de faire parce qu'une écologie superficielle, ça veut dire que c'est assez négatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'éthique environnementale, il vaut mieux d'ailleurs dire, à mon avis, éthique environnementale qu'écologie. Dans l'éthique environnementale, il y a une conception qui est dite biocentrique. Et puis, il y a une conception qui est anthropocentrique. La conception biocentrique, c'est par exemple la conception de Paul Taylor en 1981, où il écrit une éthique du respect de la nature en se disant mais finalement si la nature est vulnérable, si on peut abîmer la nature, c'est que la nature est bonne. Il y a un bien intrinsèque. Alors ça, pour la conception moderne, c'est révolutionnaire. Parce qu'il n'y avait que la volonté qui était bonne, c'est l'homme qui confère le bien à toute chose, qui lui donne une valeur d'utilité ou d'échange. Mais la valeur vient toujours de l'homme. Et là, dans cette pensée écologique, eh bien, on commence à se dire, mais finalement, ça signifie que la nature est bonne. Si on l'abîme, c'est qu'elle a une valeur. Elle est bonne et elle a une valeur. Elle a une valeur au sens où je peux la considérer en quelque sorte comme chaque individu, je peux le considérer comme le point central de tout l'univers, comme une fin. Disent-ils. Avant, dans l'humanisme classique, eh bien, il fallait considérer l'homme comme une fin et jamais comme un moyen. Et voilà l'idée de considérer n'importe quel individu sentient, capable d'éprouver des émotions, comme une fin. Je vais un peu vite, mais comprenez qu'à ce moment-là, eh bien, il ne s'agit plus d'une démocratie par le peuple, pour le peuple. Il s'agit d'élargir en quelque sorte cette notion de peuple et il s'agit évidemment de rentrer dans une autre logique où, eh bien, Paul Taylor le dit très bien, avant on disait la supériorité de l'homme, c'est en quelque sorte sa raison.
Là, on voit la raison de l'homme plutôt comme l'outil d'une domination, et alors à ce moment-là, eh bien, on se dit non, l'homme n'est pas quelque chose de supérieur à l'animal ou au végétal. Et donc, je crois que là, il y a des questions extrêmement profondes, sur la nature, des questions extrêmement profondes sur l'homme, questions anthropologiques aujourd'hui qu'on se pose en Occident. Et à côté de cela, on a certaines personnes qui se disent « mais non, c'est pas possible, on ne peut pas considérer qu'il y a un bien dans la nature, ça va contre ce qu'on a appelé longtemps le principe d'objectivité qui veut qu'on doit rejeter toute explication par la cause finale, Et alors, à ce moment-là, on a quelqu'un comme Brian Norton, qui dit « oui, c'est vrai que l'anthropocentrisme a été un problème. Il y a bien eu... Finalement, c'est cette conscience que s'il y a un problème écologique, c'est une conséquence de l'humanisme classique. C'est intéressant comme réflexion. Et donc il faut bien sûr garder un anthropocentrisme, dit-il. On ne peut pas être aussi radical que ceux qui défendent l'écologie profonde, mais il faut rester dans un anthropocentrisme qui va qualifier de faible. Et alors, tout cela va disrupter complètement l'éthique, la manière dont on envisageait l'éthique jusqu'à maintenant. Il va dire que la nature n'a pas de valeur en elle-même. Par contre, et ça je crois que c'est très juste, elle est source de valeur. Chaque progrès technologique, on le peut grâce à une plus grande imitation de la nature. On pourrait montrer ça. C'est en imitant la nature, vous voyez, en informatique par exemple, eh bien, on progresse, l'intelligence artificielle progresse parce qu'on imite, on a des réseaux de neurones. Voilà, il y a un biomimétisme, voilà, plus général, qui permet le progrès en quelque sorte. On peut imiter de plusieurs façons la nature, mais finalement on imite, et sous ce rapport-là, la nature est source de valeur. Elle n'a pas de valeur en elle-même, mais elle est source de valeur, et pour cette raison-là, il faut la respecter, et de dire... Et si on veut que l'homme ne soit pas prédateur, en quelque sorte, par rapport à la nature, il faut changer la manière de penser l'équité. C'est-à-dire que ce n'est plus une équité de distribution où on se dit « mais comment on va partager le gâteau ?» C'est plutôt une logique d'héritage, de se dire « on ne va pas dilapider l'héritage, on doit le transmettre aux générations futures, et en quelque sorte, ce qu'on doit partager, c'est les intérêts qu'on peut dégager à partir de cet héritage. » Donc on voit ici que l'écologie vient changer profondément nos modes de réfléchir habituels. Je crois que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il y a de grands changements théoriques. C'est pas simplement il faut trier ses déchets, ou il y a des changements profonds sur le plan intellectuel. On change d'air, on change d'époque profondément. Pardon. Oui, bien sûr. Jean. Merci. Pardon. En vous écoutant, Emmanuel, je me disais, qu'est-ce que ça dit de la démocratie, ça? Est-ce que dans ces approches biocentristes ou anthropocentristes, qu'est-ce qu'il advient de la démocratie? Est-ce que la nature est démocratique? Et est-ce qu'il peut y avoir un rapport démocratique, puisque c'est ça le sujet du jour, à la nature? Alors, l'avenir... Vous avez 3 heures. Ouais. Alors en fait, non, il a une minute, Emmanuel. Moi, je ne suis pas sûr qu'en fait la démocratie résiste. Je le dis, j'en suis pas sûr, c'était la dernière question peut-être qu'on pouvait aborder, c'est-à-dire que je pense à un article du Monde en 1948 de Durable qui s'inquiète déjà pour finalement la démocratie, en lisant Wiener, cybernétique et société, ou société cybernétique, où finalement le grand risque, disait Wiener, c'est qu'on ne considère plus les individus comme des individus responsables. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans des process, on a des nudges, vous en parlerez, vous expliquerez ce que c'est, mais finalement, tout ça permet peut-être d'être efficace, efficient, mais on n'est plus face à des individus responsables, et je crois que la raison est très profondément qu'on ne croit plus dans l'éducation. Et à mon sens, à tort, c'est-à-dire que la démocratie ne peut fonctionner que si on croit dans l'éducation. Eh ben merci Emmanuel, on peut vous applaudir. Bon retour, on va déconfiner Jean du coup. J'ai pas compris. On va déconfiner Jean, Ah oui, j'avais compris. pour rester dans le sujet. Déconsigné, j'avais compris. Merci beaucoup Emmanuel. Alors on va vous déconfiner Jean avec une question miroir. Justement, est-ce que vous pouvez répondre à votre propre question
Quel est l'avenir de la démocratie? C'est le boomerang ou le... Exactement. Ou le piège. Bon. Oui, en écoutant les échanges passionnants et les différents aspects et les différents points que les uns et les autres ont, tous les deux vous avez balayés, je me disais que notre système démocratique, en tous les cas tel qu'on le connaît, tel qu'on le pratique, depuis au moins les intentions de Montesquieu, par exemple, hein, puisqu'encore une fois, nous avons cette chance ici d'être à la Brède, au château de Montesquieu, c'est un mécanisme, c'est un système qui fonctionne toujours dans ce que Montesquieu, inspiré des modèles anglais, va appeler ce que les anglo-saxons appellent les checks and balances, c'est-à-dire fondamentalement cette capacité, dit Montesquieu, à opposer à un pouvoir un contre-pouvoir. Autrement dit, à faire, Montesquieu dit, le pouvoir rend fou, le pouvoir absolu rend absolument fou. Bon, autrement dit, si on veut contenir le pouvoir qui a une tendance, j'allais dire presque naturelle, à être en expansion, autrement dit, à gonfler au-delà de la raison, c'est le cas de le dire, jusqu'à sacrifier les libertés individuelles, en particulier de ceux qui d'abord, je reviens à mon propos initial, dans un régime autoritaire, disent en gros je m'en fous de ce que tu dis, et puis dans la marche au-dessus, ferme ta gueule. Hein. Si on veut faire en sorte que la démocratie survive à cela, il faut impérativement lui trouver des contre-pouvoirs, des antidotes, pourrait-on dire. Mais l'expression est compliquée parce que ça voudrait dire que la démocratie pourrait être un poison. Ce n'est pas mon approche. Et je me disais, la difficulté peut-être, en particulier dans notre époque contemporaine, c'est l'interpénétration des systèmes. Vous avez un livre qui vient de sortir de Marion van Rottengem qui raconte l'histoire de l'oléoduc Nord Stream. C'est absolument fascinant cette histoire. Il faut savoir que dans cet oléoduc, vous savez, c'est cet énorme tuyau susceptible de transporter le gaz russe, évidemment de Russie, mais par la Baltique et la mer du Nord pour arriver en Allemagne. Le chancelier Schröder a été un des principaux acteurs dans cette opération. Quand il était à la tête de la République, du gouvernement fédéral, et juste après, puisqu'il a intégré le conseil d'administration de Nord Stream. Quand on réfléchit à ça, je ne parlerai pas d'un ancien Premier ministre français qui, lui aussi, était quand même très proche, hein, et il a continué, de l'interdépendance financière et économique russe. Bon, quand on réfléchit à ça... On peut citer, hein. Pardon? On peut citer les François Fillon. Voilà. Quand on reprend l'opération Nord Stream, on se dit, mais finalement, la démocratie occidentale, qui, il se trouve que c'est l'histoire qui l'a voulu, est intimement associée au capitalisme mondial. Alors encore une fois, référence à Montesquieu qui vante les vertus du doux commerce comme moyen d'apaiser les tensions entre les États et accessoirement les peuples. Mais la mondialisation aujourd'hui a fait que, et on en parlait tout à l'heure, à propos de l'hyperconsommation de produits chinois, nous sommes ni plus ni moins dans la situation du drogué de base qui est complètement addict. Et addict à quoi, entre autres? Quand il s'agit d'énergie, au gaz russe. Ajoutez à cela les fantasmagories écologiques allemandes qui ont tout fait pour que le peu de nucléaire qu'avaient les Allemands s'arrête, fait que vous avez la principale puissance économique européenne qui est sous perfusion. Et dépendance. Et dépendante au sens du drogué. Et donc tout ce qu'on évoquait sur le commerce international va aussi dans cette dimension. Quand la Chine rentre à l'OMC, c'est pas comme on dit dans les films d'Audiard pour beurrer les sandwichs. C'est véritablement dans l'intention de conforter son statut de deuxième puissance économique mondiale. Donc, il y a de quoi être effectivement particulièrement inquiet sur l'avenir de la démocratie, puisque si j'ai bien compris, c'est le sujet de cette table ronde, il y a de quoi être inquiet tout simplement parce qu'il faudrait, dans une perspective d'espérance, moi je suis effectivement assez favorable à tout ce que dit Peggy sur la petite espérance, c'est très touchant, ou ce que dit Bernanos aussi sur l'espérance. Je pense que
l'esprit de résistance, il doit se faire aussi concomitamment à l'espérance. Et je vous incite à lire cette autre somme tout à fait considérable de 1000 pages qui vient de sortir d'Olivier Vievorka, qui s'appelle « Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale ». Et il faut lire les pages qui précèdent le 1er septembre 1939. Il faut comprendre dans quel état les démocraties occidentales se sont situées, alors pas forcément dans une dépendance aussi même aiguë que ce que nous connaissons aujourd'hui, mais dans une absence totale de réaction, ce qui leur a valu cette belle phrase de Churchill, hein, vous avez voulu avoir la paix dans le Nord, résultat, vous avez eu la guerre et le déshonneur. Merci Jean. Même question peut-être Alain, est-ce que vous y croyez à la démocratie dans l'avenir? Ah bah voilà. Bonne question. Mais je dirais justement par rapport, il y a un point commun, on va dire, entre les pays dictateurs autoritaires ou les pays démocratiques, c'est qu'ils sont tous les deux capitalistes. Et ça, c'est la nouveauté. D'un côté, on a un capitalisme dit libéral, et de l'autre côté, on a un capitalisme d'État. Mais finalement, le but des deux, c'est de devenir la première, enfin, c'est de rester pour l'une la première puissance économique du monde, pour l'autre de la devenir. Donc là-dessus, on a un point commun qui est très fort et qui est important parce que, évidemment, il y a quand même derrière il y a un choix. Maintenant, au-delà, pour toujours aller un peu au-delà par rapport au système autoritaire et à la démocratie, je dirais la Chine est un peu rentrée dans la science-fiction quelque part. Hein, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi de voir, c'est l'humain. Et l'humain aujourd'hui, quand on le voit du côté chinois, ils sont en train de mettre en place, on va dire, un système pour percevoir, comment dire, j'allais dire le spectre émotionnel, enfin l'attitude émotionnelle de la personne, dans une perception de pouvoir arrêter les gens avant qu'ils ne craquent dans le système. Donc c'est un pas en avant. C'est Minority Report. C'est Minority Report. Comment ils font ? Ils sont en train de généraliser ou d'autoriser, on va dire, la construction d'avatars numériques. Vous avez votre papa ou votre maman qui meurt, on va vous construire un avatar de votre papa et votre maman qui va pouvoir discuter avec vous en permanence tous les jours. Il s'enrichit évidemment en fonction des questions que vous posez et des réponses qui arrivent. Et ils le font aussi, par exemple, dans les couples. Ça, c'était très intéressant. C'est que dans chaque couple aujourd'hui, on va avoir aussi, pour la femme, un avatar homme qui va être son confident, et pour l'homme, un avatar femme qui va être sa confidente. Pierre Perret l'avait fait dans une chanson célèbre qui s'appelait « Tonton Cristobal est revenu ». Voilà. Et donc l'idée, à mon avis, pour la Chine, qui récupère évidemment toutes les datas, c'est de percevoir toutes les confidences que les gens vont faire d'une manière émotionnelle à ces nouveaux avatars pour pouvoir jauger à quel moment une personne devient dangereuse et est en train de sortir du système ou de se révolter contre le système. Donc ça, c'est aussi des projections qu'ils font. Hein. Donc on est au-delà, je dirais. Et là, démocratique ou pas, ça se met en place. Et pour moi, c'est une grave question parce que toucher l'émotionnel, on touche quelque chose qui, jusqu'à maintenant, même dans tous les régimes qu'on a vus, n'était pas forcément central. Surtout dans une société qui, culturellement, même si je ne suis pas spécialiste du tout de la société chinoise ou de l'histoire chinoise, réserve une place toute particulière aux ancêtres. Tout à fait. C'est pour ça que c'est fait. D'accord. Oui, et on perd toute notion de vie privée finalement. Toute notion de vie privée. On est complètement transparent. Je vous propose d'arrêter là et d'applaudir nos deux intervenants. Et si vous le souhaitez, on fait des questions-réponses. Si vous avez des questions, est-ce que quelqu'un a une question à poser à nos intervenants? Ou un avis à partager? Allô. Sur la démographie par rapport à la Chine, comme le Japon il y a 30 ans, est en train de devenir un pays vieillard. Est-ce que, comme la Russie d'ailleurs, comme l'Ukraine, est-ce que finalement les réalités démographiques ne vont pas d'une façon ou d'une autre attraper très rapidement ces pays et les mettre en situation de vieillissement, plus de capacité d'innovation, en situation de grande fragilité? Et également, ce que je dis là est valable également pour notre chère vieille Europe. Alors, en ce qui concerne la Chine, évidemment, nous sommes dans un moment où la population chinoise est en train de diminuer. Mais je dirais, pour en avoir effectivement les conséquences telles qu'on peut l'avoir au Japon,
il va falloir attendre 2050-2060, donc ça ne va pas être tout de suite. Hein, déjà, parce que toujours on nous présente des choses en défait d'actualité, mais après il faut les mettre dans les temps longs. Ensuite, attention, les Chinois, justement, dans cette perspective, sont des gens hyper pragmatiques, et on peut considérer qu'aujourd'hui, la Chine est le pays qui robotise le plus l'ensemble de son industrie. Vous avez aujourd'hui des usines Huawei qui fonctionnent qu'avec des robots pour fabriquer des mobiles, et vous avez 40 ingénieurs. Donc, ils sont déjà aussi, mais aussi des robots aujourd'hui qui servent dans les restaurants, etc., etc. Donc, ils sont déjà, alors je ne dis pas que ça marche super bien, hein, mais ils sont déjà là-dedans, c'est-à-dire de passer justement dans le transhumanisme pour remplacer les forces vives qui vont manquer. Donc, au-delà, et sur le plan de la guerre, par exemple, la Chine est un des pays les plus avancés, même plus que les Américains, sur l'emploi des drones militaires. On voit actuellement justement le fait qu'ils essaient de transférer ça du côté de la Russie qui pose de graves problèmes. Donc attention, ils sont pas non plus, ils prennent le fait que ça va arriver, mais en même temps ils sont en train de mettre en place des dispositifs qui sont chargés de compenser justement le fait de la diminution de la population. Merci. Au sein des BRIC, on a parlé beaucoup de la Russie, de la Chine. Hein, il y a deux autres démocraties, c'est un tiers de la population, si je ne me trompe pas, les Indiens et les Brésiliens. Que penser de leur position aujourd'hui, avec Lula qui accueille, qui se pose en arbitre? Je veux bien me risquer à proposer quelques éléments, sinon de réponse, au moins d'analyse. Je pense, mais là, je ne sais pas ce qu'on pense Alain, non, on ne s'est pas concerté. Je pense que, évidemment, pour la Chine, c'est un enjeu essentiel, cette présence de ce colosse indien, hein, en termes de démographie, à ses frontières. Hein, et pour le coup, même si la zone de contact est à la fois extrêmement compliquée géographiquement parlant, hein, puisqu'on est dans l'Himalaya, il y a quand même un certain nombre de scènes, on assiste à des situations qui sont tout à fait étonnantes. Dans ces pays de très grande technologie, alors on expliquera que c'est parce qu'il y a une interdiction d'utiliser les armes sur le théâtre himalayen, on se tue à coups de bâton. Hein, c'est quand même tout à fait étonnant quand il y a eu un conflit létal, hein, entre des soldats des deux pays. Je pense que pour la Chine, l'Inde est un énorme caillou dans la chaussure à plusieurs titres. D'abord, évidemment, il y a le poids démographique. Ça, c'est absolument évident. Ensuite, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Inde est sur un système politique, même si Modi est un leader dont on peut d'ailleurs considérer qu'il est en train de passer à une forme d'autocratie, mais c'est un système politique qui est très différent du système indien et qui est même quelque part l'anti-modèle, si on peut dire. Alors on a coutume de dire, les observateurs disent, la plus grande démocratie du monde. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, sauf que c'est un État fédéral avec des diversités extrêmement importantes et surtout un niveau d'éducation qui est tout à fait exceptionnel. Tout à l'heure, Emmanuel parlait de l'importance de l'éducation. On est là sur quelque chose de tout à fait essentiel en Inde. Et on le voit aussi avec un niveau de technologie qui est désormais sur les nouvelles technologies tout à fait majeur. Puis le troisième élément, à mon sens, qui pose problème à la Chine, c'est que je crois que l'Inde a une autre forme de relation avec, et ça me permet de faire le lien avec la question précédente, avec le continent qui va être le continent majeur en matière de démographie dans les 50 prochaines années, c'est l'Afrique qui, elle, par contre, explose du point de vue démographique. Et le rapport, je pense, de l'Inde au continent africain est très différent de ce qui, je pense, moi, d'ici 20 ans, va vite devenir insupportable aux Africains. C'est le comportement de prédateur de la Chine. Hein. Je fais partie de cette génération qui étant étudiant sur le campus de Bordeaux, a vu revenir les tout premiers étudiants chinois en 76, 77, très peu de temps après la mort du président Mao et
et la fameuse bande des quatre, au moment où Deng a repris les rênes. Et premier contingent chinois, ils étaient une trentaine, ils sont arrivés sur le campus. C'était très, très étonnant, parce qu'ils étaient évidemment encore en costume Mao, tous habillés pareil. Bon, évidemment, au bout de 3 semaines, ils commençaient à porter des jeans. Au bout de 3 mois, ils étaient invités dans les meilleures familles bordelaises, très prout-prout, parce que ça faisait bien d'avoir un Chinois, son Chinois à table. Il y avait un côté exotique. Hein. Et puis, au bout de 2 ans, ils ont tous prolongé leur séjour, et même certains ne sont pas rentrés. Bon. Bon, mais, pardon Alain, mais ce qui était très intéressant, c'est que parallèlement à ça, mes meilleurs amis étaient quasiment tous des étudiants qui venaient de l'Afrique subsaharienne, sur le campus universitaire. À l'époque, il y en avait beaucoup. Mali, à l'époque, ça s'appelait encore, enfin, c'est devenu le Burkina Faso, etc. Bon. Ils connaissaient les Chinois, les coopérants chinois, parce qu'il ne faut pas croire, la présence des Chinois en Afrique, elle n'est pas nouvelle. Ils étaient dans certains pays de l'Afrique subsaharienne depuis 63-64, au titre de ce que Olivier a dit tout à l'heure, les non-alignés, le communisme maoïste, hein, et toute cette aide au tiers-monde. Mais ils prenaient les Chinois pour de véritables, pardon, mais, enfin, oui, enfin, à la fois larbin, puis totalement idiot, etc. Enfin, ils ne les supportaient pas. Et donc, moi, je ne suis pas persuadé que la prédation de la Chine actuelle en Afrique ne soit pas source, à terme, de contre-effets, et ça va très vite en termes géopolitiques, très très vite. Et justement, là, il me semble que l'Inde est sur une autre démarche. Donc, je pense que là, il y a effectivement un enjeu majeur, mais je ne suis pas du tout original quand je dis qu'il y a un projecteur à suivre. Je ne sais pas ce qu'en pense Alain. Je vais répondre un peu sur les BRICS. C'est vrai que l'élargissement, c'est-à-dire les BRICS, à l'origine, c'est comment dire, 5 pays. Et maintenant, on est à 5 plus 6. Mais le président chinois Xi Jinping, à l'origine, il était plutôt pour 5 plus 40. Et qui a mis le veto? C'est l'Inde. Parce qu'en introduisant à l'intérieur des BRICS beaucoup de pays qui étaient favorables à la Chine, l'Inde diminuait son pouvoir à l'intérieur de la structure. Ce qui fait qu'on dit que peut-être le fait que le président chinois ne soit pas allé au G20 en Inde est peut-être quelque chose qui a un petit rapport avec cette problématique. C'est sûr que je dirais l'Inde est un des enjeux majeurs pour l'ensemble des démocraties mondiales. C'est-à-dire qu'on sent bien les Américains, les Français, les Allemands, enfin tout le monde qui essaie de bloquer l'Inde dans des structures militaires, parce que là on parle du militaire maintenant, dans lequel l'Inde est vraiment essentielle. Si demain l'Inde devenait un pays, on va dire, autoritaire, non démocratique, et qu'il penche du côté de la Chine, je pense que pour les pays occidentaux, le danger serait très très important. Parce qu'on aurait là la capacité d'une cohésion de pratiquement la plus grande partie du monde contre les démocraties occidentales. Et je pense que ça, on surveille beaucoup. C'est pour ça qu'on fait des tapis rouges en permanence à Modi, malgré tout ce qu'il fait en Inde, qui est assez détestable sur le plan nationaliste. Hein. Ah oui, alors, le Brésil. Le Brésil, moi, là, pour le coup, je ne dis pas joker, mais non, je complète ce que vient de dire Alain. Je crois que la pensée Confucius n'est pas vraiment soluble dans l'hindouisme. Là, je crois qu'il y a sans doute un vrai blocage, et ça serait très intéressant de revenir à cette dimension plus religieuse. Alors, oui, sur le Brésil, écoutez, on voit bien qu'on a là un État, tout à l'heure on parlait d'État en situation de difficulté économique, c'est quand même bien le cas, hein, pour le coup. Hein, et un certain nombre de choix qui ont été faits ont des conséquences économiques très lourdes pour le Brésil. Bon, moi j'ai tendance à penser que le Brésil fait partie des États qui pourraient être des supplétifs de l'un ou l'autre bloc. Hein, comme on dit, un allié de deuxième rang, mais d'importance. Donc, on constate sans doute que le Brésil et d'autres États, l'Afrique du Sud, puisqu'on parlait de l'Afrique, la République sud-africaine, la République d'Afrique du Sud, sont déjà l'objet
de séduction, de pratiques diplomatiques très importantes pour les agréger dans l'un ou l'autre des camps. Voilà. C'est très intéressant de voir au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU le détail des votes des États qui n'ont pas sanctionné le choix de la Russie dans l'attaque de l'Ukraine. La Chine pour les Ouïghours. Hein. Ouais, messieurs. La Chine, à peu près, je crois qu'Olivier rappelait tout à l'heure, 190 pays ou 92 pays. La Chine, aujourd'hui, a 134 pays qui la soutiennent à l'intérieur de la structure. Là, je vais aller très vite pour aller dans ton sens, c'est de dire que le fait que les Chinois essaient de construire... Alors, c'est toujours très systémique, la manière de voir le monde. Hein. Les Chinois, ils regardent globalement. Donc, d'un côté, ils montrent, ce que je disais tout à l'heure, des structures alternatives dans le cas où l'ONU s'écroule. Mais de l'autre côté, du côté occidental, il est vrai que depuis plus de 17 ans maintenant, on parle d'une grande réforme de l'ONU. Et pour l'instant, les pays principaux, qui sont la France, les États-Unis, on va dire les pays occidentaux, n'ont pas accepté de rentrer dans ce débat de la réforme. Et si on ne va pas dans ce débat de la réforme, ben l'ONU va éclater. Et je pense que là, il y a une responsabilité de nos gouvernants d'avoir une autre réflexion par rapport à cette organisation mondiale. Et on a vu, hein, la Société des Nations, quand elle a explosé, ben, ça menait à une guerre mondiale. On va espérer que ça ne sera pas le cas avec l'ONU, mais j'ai bien peur que si on ne va pas de l'avant, on va se retrouver dans une situation de conflit assez rapidement. Il faut toujours un endroit de consensus. On parlait du nucléaire tout à l'heure. Si les Chinois, les Américains, les Russes, les Français, les Britanniques ne se parlent pas sur le nucléaire, on aura des problèmes. Les Chinois ont 600 têtes nucléaires aujourd'hui. D'ici 2035, ils en auront 1400. Donc, ce n'est pas simplement pour les regarder, hein, c'est-à-dire c'est pour les utiliser potentiellement. Donc, il faut que ces instances internationales soient renouvelées et dans lesquelles on se concerte, on discute, on avance sur les problématiques mondiales. Alors, on s'est posé la question de la démocratie pendant 2 jours. On s'est posé des questions sur l'avenir de la démocratie. Je crois qu'on a eu pas mal de réponses aujourd'hui, mais on a encore plus de questions peut-être que quand on est arrivé. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir participé pendant ces 2 jours à toutes les conférences et je vais passer la parole à notre maire Michel Dufresne. Je crois que vous faites bien d'applaudir. Alors ce sont les deux restants, hein, mais je pense que vos applaudissements vont vers tous ceux qui sont intervenus sur ces différentes tables rondes depuis 2 jours. Je vous remercie infiniment de votre participation et je souligne qu'elle est d'autant plus valeureuse que c'est une participation absolument gracieuse. Or, pour réunir des plateaux comme ceux qu'on a réunis depuis 2 jours, si certains dépensent beaucoup d'argent. Nous n'en avons pas, mais nous y réussissons quand même. Alors, je pense que nous devons vraiment des remerciements ultra sincère à tous nos intervenants. Puis je remercie également Jérôme Coutou, mon adjoint, et qui depuis 1 an a œuvré à la conception de ces plateaux. Voilà. Merci également au public. Je l'ai dit hier à l'ouverture de ces journées. Je regrette qu'il y ait des chaises vides parce que, d'une part, la qualité des réflexions qui vous étaient proposées, qui nous a été proposée, est de haut niveau, mais qu'en outre, ces sujets, ce ne sont pas des sujets secondaires. Ce sont des sujets qui concernent véritablement chacune et chacun d'entre nous dans une démocratie évoluée, ce que prétend être la France, je l'espère, même si parfois, au regard de certains comportements, de certaines idées qui affleurent la société française, je finis par me poser des questions. Je crois que cet effort collectif, la démocratie, elle a un prix. C'était dit tout à l'heure lorsque nous avons accueilli les conseils municipaux des jeunes qui ont également participé à des tables rondes. La démocratie, elle a un prix. C'est la volonté d'être citoyen, de participer, de prendre sa part dans un cadre qui est un cadre légal, bien entendu, un cadre constitutionnel, mais à la réalisation de la société collective, c'est-à-dire de ce que nous sommes. C'est extrêmement important de prendre garde à la faire vivre à chacun à sa place, et quel que soit le niveau qui peut être le nôtre. C'est un bien qui a été acquis au fil des siècles
et dont nous vivons, malgré les maux dont nous nous plaignons souvent, à tort ou à raison, et souvent plus à tort qu'à raison dans notre société. Nous vivons dans un État libre et dans un État qui nous garantit le droit d'être différents et assure en même temps notre progrès individuel et collectif. Ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel et c'est, me semble-t-il, ce qui différencie notre sort du sort de celui de millions de personnes qui vivent dans des États, ce dont on a parlé tout à l'heure, dont je pense que finalement, demain, ces peuples-là accéderont aussi au même désir de liberté, d'émancipation citoyenne qui a été celui qui a traversé les sociétés occidentales dans les décennies ou les siècles, plutôt dans les siècles passés. Donc voilà, c'est la volonté que l'on forme. Faisons République, pour ce qui nous concerne. Faisons démocratie ensemble, soyons convaincus que c'est un bien à défendre. Effaçons entre nous la tentation qui pourrait venir vers nous d'aller vers des solutions faciles. Voyons au contraire ce que nous pouvons construire de mieux ensemble. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire ici, dans notre pays, mais au-delà avec ceux qui nous ressemblent. Voilà, je vous remercie.